Lorsque je suis entré dans cette grotte engloutie pour la première fois, émotionnellement, c'était très fort. Et j'ai vraiment eu l'impression de me trouver dans un scénario de roman. La grotte Cosquer relève d'histoires à la Jules Verne. C'est un site préhistorique, situé sous la mer, accessible uniquement en plongée, dans un lieu tout à fait inédit où personne n'était entré depuis 20 000 ans. Au début de chaque journée de fouille, je pense à tout ce qu'on pourrait découvrir. Et puis finalement, je vais faire une toute autre découverte. Tous mes collègues m'ont dit que j'étais fou. Je développe mes idées en espérant que ça va marcher, évidemment, mais il y a toujours des périodes de doute. Les idées, elles n'arrivent pas quand on se concentre pour essayer de trouver des bonnes idées. Elles arrivent dans des moments de flottement, dans des moments de sommeil. Comment parvient-on à une découverte scientifique ? Quel chemin faut-il emprunter et quel rôle le temps et le hasard jouent-ils ? Pour cette deuxième saison du podcast Dans les pas d'Archimède, 6 chercheuses et chercheurs d'Aix-Marseille Université nous racontent en détail l'histoire d'une formidable découverte qu'ils ont faite. Dans cet épisode, nous plongeons avec Jacques Collina-Girard, préhistorien et géologue, au cœur de la grotte Cosquer, une grotte située sous la mer au cœur des Calanques. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Je m'appelle Jacques Collina-Girard, je suis préhistorien et géologue à Aix-Marseille Université. Je suis également plongeur scientifique, ce qui m'a permis de participer aux missions scientifiques d'études de la grotte Cosquer. La grotte Cosquer, c'est une grotte sous-marine qui se trouve à 37 mètres de profondeur, du moins à l'entrée, dans les Calanques de Marseille, au Cap Morjou. C'est un réseau de salles et de galeries qui a été partiellement noyé entre 19 000 ans et 18 000 ans avant notre ère, période pendant laquelle la mer est remontée de très profond pour venir au niveau actuel. C'est en 1985 que le directeur du club de plongée de Cassis, Henri Cosquer, avait été mené à l'entrée du siphon. Et donc, il a vu que ça continuait. Il avait essayé de rentrer, mais il n'a pas pu poursuivre l'exploration, faute de matériel adéquat. Ce n'est qu'à l'été 91 qu'il a poursuivi l'exploration, grâce à des spéléos qui étaient ses clients, en fait, et qui ont équipé le siphon. Il a remonté le siphon, il a découvert, avec les spéléos, la cavité, et puis il y a amené ses moniteurs de plongée de l'époque dans la grotte où il a pu donc circuler, et il a vu, ils ont vu les premières peintures et les premières gravures, et tout l'été 91, ils ont exploré la grotte, fait des photos et des films. À ce stade-là, il n'avait pas déclaré la grotte aux affaires culturelles, et ce n'est qu'après un accident tragique qu'il y a eu dans cette grotte qu'il a été obligé de le faire. En septembre 91, il y a 3 plongeurs venus de Grenoble qui avaient su qu'il y a quelque chose, qui sont rentrés dans la grotte sans précaution, sans fil d'Ariane, avec de l'air insuffisamment, et donc qui se sont perdus. Et dans ce cas, comme ces grottes sont tapissées de vases qui se déposent très lentement, ils ont mis la vase en suspension, et ils n'ont pas pu retrouver l'endroit par lequel ils étaient rentrés. Donc ils ont paniqué, ils se sont noyés, et ça a mal fini. Cosquer a participé au sauvetage, et c'est là qu'il a été contraint de déclarer la grotte aux affaires culturelles à Marseille. À l'époque, la presse s'est alertée, et la découverte fait beaucoup de bruit. Bon, au début, personne n'était trop au courant. Il y avait juste une photo dans la Provence, et les journalistes ont été déchaînés aussi avec cette histoire de grotte préhistorique dans les Calanques sous la mer. Et ça déclenchait beaucoup de polémiques parce que il y a très peu de gens qui croyaient. Ça avait des allures de galéjade, surtout à Marseille. Et les spécialistes eux-mêmes à Paris étaient très sceptiques. Personne n'y croyait. Et donc, les gens criaient volontiers à la galéjade en disant que Cosquer était un escroc qui avait fait les peintures, et donc ça marchait pas du tout. Alors, pour clarifier tout ça, une exploration scientifique a été montée avec Jean Courtin, une expertise avec les plongeurs nageurs de combat, en fait. Et Jean Courtin, c'est un spécialiste du néolithique, mais il est préhistorien, et puis il avait l'habitude de la plongée et des grottes, donc il est allé dans le site, et il s'est aperçu que tout était authentique, les peintures d'après le style, les concrétionnements sur les peintures, et puis après le carbone 14 qui a permis de dater le site. Donc après cette expertise de Jean Courtin, positive,
qui n'a pas fait taire tout de suite les polémiques. D'ailleurs, une première mission a été organisée pour juin 92. Et entre-temps, moi, j'avais eu vent de cette affaire. Je connaissais un peu Jean Courtin, dont j'ai contacté. Je demandais si je pouvais participer. Effectivement, vu mon expérience de la plongée à Marseille, j'étais tout à fait apte à y aller. Mais à l'époque, j'étais en poste à Bordeaux. Mais comme j'allais j'étais maître de conf de géologie, de préhistoire à l'Institut quaternaire à Bordeaux, donc il n'y a pas eu de problème, vu que je plongeais pour participer à la première mission de 92. Et restait le problème que c'est de la plongée, d'accord, mais de la spéléo, donc moi j'étais un peu inquiet quand même, parce que j'ai jamais vraiment fait de spéléo sous-marine. Beaucoup de plongée, mais peu de spéléo, et donc j'ai pris la précaution d'aller avec un copain pompier de Brive faire un siphon dans une galerie noyée. Bon, j'ai pas eu de problème majeur, ça a été, donc j'ai dit bon ça va, je suis mûr pour rentrer dans le siphon de la grotte Cosquer. Donc la première plongée dans la grotte, bon j'étais bien sûr un peu anxieux de ce qui allait se passer. Les techniciens étaient passés avant, donc ils abrassaient la vase au niveau aérien du tout. Donc tout ce que j'ai vu, c'est ma main sur le fil d'Ariane jusqu'à la rentrée dans la grotte. Alors cette remontée le long du fil, ça dure que 10-15 minutes, ça va assez vite. Et comme on remonte, il n'y a pas de problème de désaturation de plongée. Et le siphon, il fait 116 mètres de l'ouverture à l'entrée jusqu'à la sortie dans la salle sud. Or, quand je suis rentré dans la cavité, ben, c'est vrai que c'était un peu exceptionnel, parce que c'est un peu le passage du miroir d'Alice au Pays des Merveilles, quand on sort de l'eau et on passe la surface, et on se trouve dans une immense cavité, une immense soixantaine de mètres de diamètre pour la salle sud, mais ce n'est qu'après avoir déposé le matériel sur le tertre central et avoir un peu exploré, qu'on a vu les premiers vestiges du passage des hommes préhistoriques, essentiellement au départ sur le tertre d'entrée des foyers, certains encore sous l'eau et calcités, et donc qui indiquent que quelqu'un est passé. Et ensuite, en regardant les parois, bon, il y a des traces de doigts, des traces de gravure, donc on aperçoit pas mal de choses. Et lors de l'exploration de la grotte, bon, ça nous met face à face à tout un tas de peintures, de gravures. Ça dépend aussi de l'éclairage. C'est pour ça qu'au début, les premiers explorateurs n'avaient pas vu grand-chose, parce que avec les petites lampes de plongée, c'est pas du tout évident. Donc cette mission 92, moi j'ai accompagné Jean Courtin, donc je l'ai aidé à relever les peintures et les gravures, à faire des photographies. Jean Courtin ne faisait pas de photographie, pratiquement pas. Et puis, je me suis intéressé aussi à la géologie du lieu, comment était agencée la grotte, quelle était sa relation avec la géologie extérieure, avec les fractures, les diaclases, etc. J'ai aussi travaillé à l'extérieur. Et j'ai assez vite remarqué qu'il y avait des grandes concrétions de stalagmites ou de stalagmites qui étaient cassées, comme si le plafond avait glissé. Mais ça s'est confirmé ensuite. Et il semble bien qu'à un certain moment, le plafond a glissé, soit sous l'influence simplement de son poids, parce que la dalle rocheuse est inclinée, soit peut-être déclenché par un séisme. Et les géologues ont relevé des séismes, d'ailleurs, dans la vallée de la Durance, vers 30 000 ans, donc ça pourrait coller, mais enfin ça, c'est complètement hypothétique. La grotte Cosquer, ça nous renseigne donc sur la vie des hommes préhistoriques de ces époques-là, qui sont encore un peu méconnus, même s'il y a de plus en plus de grottes ornées qui sont découvertes ces temps-ci. C'est lié à Cosquer, et ça c'est spécifique aux histoires de remontée de la mer, parce qu'on sait que pendant la dernière glaciation, la mer était à 130 mètres plus bas, et qu'elle est remontée depuis en noyant, en fait, les trois quarts des peintures de la grotte. En fait, il faut bien comprendre qu'on n'a que le quart supérieur qui est conservé. Tout le reste a été noyé. Le contexte maritime est très original. C'est la seule grotte qui est dans ce cas. Et comme la grotte était aussi relativement près du littoral, pas tout à fait à côté, mais assez près, ben, en fait, c'est sans doute pour ça qu'on a des représentations d'animaux marins dans la grotte. On a des phoques qui sont bien reconnaissables. On a 3 pingouins aussi, ça c'est exceptionnel. Les représentations d'oiseaux dans les grottes ornées, on n'en connaît pas beaucoup. Et ça complète beaucoup ce qu'on savait. On ne savait pas grand-chose sur le peuplement de la Provence à ces époques, à 30 000 ans et puis à 18 000 ans, puisqu'il n'y avait pratiquement pas de sites archéologiques de ces époques de connus, très très peu, juste quelques indices.
Et donc, c'est un peu pour ça que les spécialistes étaient sceptiques au début, parce qu'une grotte à Marseille, mais il n'y a pas de politique supérieure, c'est pas possible. Donc, les gens ont contesté. Et dans la grotte, on a en fait deux périodes de fréquentation. Une période à 27 000 qui est attribuée à la culture dite gravétienne, ça c'est la terminologie des archéologues, et 27 000 ans, et une période de fréquentation plus récente, vers 18 000 ans, ce qui correspond à la culture tardigravétienne ou solutraine. Et donc, on a deux périodes de fréquentation avec une période d'interruption au milieu, c'est-à-dire que les gens ne sont pas rentrés pendant 10 000 ans, on ne sait pas pourquoi, à moins que les nouvelles datations nous fournissent d'autres éléments. C'est encore à préciser, mais il semble que la grotte était relativement désertée pendant une certaine période entre les deux fréquentations. La période ancienne est caractérisée par ce qu'on appelle des mains négatives, c'est-à-dire des mains posées sur les parois autour desquelles ils ont soufflé du colorant, du charbon, auquel cas on peut dater directement, ou de l'argile rouge, ça c'est daté par comparaison. Et c'est quelque chose qui s'est pratiqué dans les Pyrénées aussi, dans la grotte de Gargas, où on a les mêmes figurations à la même époque. Ce qui est original, c'est que ces mains qui sont quelquefois entières, ont souvent des doigts qui paraissent raccourcis, soit coupés, soit repliés. Donc les spécialistes discutent de la manière dont c'était fait. Ça illustre certainement des conceptions du monde qu'avaient ces gens, qu'ils ont voulu illustrer dans les grottes, peut-être aussi à la faveur de rites d'initiation. Peut-être qu'on a voulu leur faire revivre à des adolescents, peut-être revivre la naissance à travers l'histoire racontée par ces grottes. Bon, on imagine des choses comme ça, mais on ne peut pas être sûr à 100%, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de studio d'enregistrement et personne n'a pu avoir directement le propos de ces gens-là. Le discours a disparu. Donc il y a les pingouins, il y a les phoques, il y a des tas d'originalités des animaux représentés. Et les animaux représentés les plus fréquents, ce sont les bisons et les chevaux. Et c'est vrai que dans toutes les grottes, il y a des dominantes. Et les animaux qui sont représentés ne sont pas forcément les animaux qui étaient chassés, mais plutôt des animaux à forte charge symbolique. Comme disait l'ethnologue Claude Lévi-Strauss, il y a des animaux qui sont bons à manger et des animaux qui sont bons à penser. Et là, on serait plutôt du côté des animaux bons à penser dans la grotte Cosquer et dans les autres grottes connues. Les recherches étaient un peu arrêtées quand même depuis les dernières missions. Il y a eu deux missions principales. Il y en a une en juin 92 et une en septembre 94. Actuellement, les analyses dans la grotte sont reparties. Il y a une nouvelle équipe qui est constituée. Et ils sont allés l'été dernier, ils ont eu un temps idéal, donc c'est très bien. Donc ils vont reprendre grâce aux progrès techniques qui ont été réalisés depuis 1994, parce que les scanners qui étaient énormes, nous à l'époque, maintenant, il y a des petits scanners portables, il y a la technologie évoluée. Nous on était avec les photos argentiques, maintenant c'est des photos numériques qui sont plus faciles à traiter aussi. Et donc, en fait, il y a tout un renouveau à attendre des prochaines années dans la grotte Cosquer. Il y a plein d'opérations qui se dessinent en espérant qu'elles soient bien prometteuses. On peut se demander pourquoi les chercheurs, d'ailleurs, ils vont chercher de la préhistoire partout, dans les grottes, etc. Donc, les chercheurs, en fait, ils ont un certain profil psychologique. C'est pas n'importe qui, je pense, qui s'intéresse à ce genre de choses. Ça correspond à des histoires personnelles, souvent. Et souvent, ça correspond à des obsessions, parce que il y a des gens qui partent à la retraite, quand on les paie pas, ils font la même chose. Donc ça prouve bien qu'il y avait d'autres bénéfices que les bénéfices financiers. Vous venez d'écouter Dans les pas d'Archimède, la série de podcasts qui révèle les découvertes scientifiques des chercheuses et des chercheurs d'Aix-Marseille Université. J'encourage toutes celles et ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur la grotte Cosquer à se rendre à Marseille pour y visiter la réplique de la grotte et vivre un peu de l'expérience magique dont vient de nous parler Jacques Collina-Girard. Je suis Charlotte-Henri de Villeneuve. Cet épisode a été enregistré dans les locaux de l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille, le JICAM. Il a été monté par Méry Royer et la musique a été composée par HDV. Le mixage a été réalisé par le studio Medusa Prod. Un grand merci à Jacques Collina-Girard pour sa participation.